Bonjour à toutes et à tous, encore et une autre fois dans le cadre du cours du management S2 avec vous, Monsieur Hassan Azouaoui de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Kinitra. Alors, toujours dans le cadre de la présentation des écoles de pensée en management, nous avons déjà présenté l'école classique, nous avons présenté l'école des relations humaines et aujourd'hui, nous allons présenter les deux dernières écoles. C'est d'abord l'école de la contingence. Et lorsque je dis l'école de la contingence, c'est essentiellement, et on reste toujours fidèle à notre démarche à travers les auteurs. Vous avez Burns et Stalker, vous avez Woodward, vous avez Lawrence et Lorsch, Mansberg et Chandler. Alors, cette école-là, il va en prolongement des écoles déjà traitées et un des apports principaux, c'est qu'il résonne non pas dans le cadre d'un système fermé, mais que l'entreprise ou toute organisation est un système ouvert sur son environnement. Et par voie de conséquent, il peut être la manière par laquelle l'efficacité d'une entreprise, l'efficacité d'une organisation, l'efficacité d'une structure est contingentée, conditionnée par un ensemble de variables. Et chacun des auteurs que vous allez là, il va traiter un aspect principal. Alors, d'abord, la notion de contingence. L'organisation est assimilée à un système organique évoluant dans son écosystème. Lorsque je dis qu'elle évolue dans son écosystème, c'est-à-dire qu'elle n'est pas isolée. L'organisation, l'entreprise ne vit pas dans un système clos. Il agit, il interagit, il est influencé et parfois il arrive même à influencer. La notion de contingence, donc, il réfute l'hypothèse classique qu'il existe une structure idéale. Il n'y a pas de one best way pour l'école de la contingence parce que l'efficacité, la performance, il dépend de plusieurs variables que l'entreprise parfois ne contrôle pas. Troisième élément important sur lequel je voudrais mettre l'accent dans cette introduction, c'est que l'efficacité d'une structure dépend de son environnement et de ses caractéristiques. Et vous allez le voir par la suite avec les auteurs, avec les théoriciens qui sont derrière l'école de la contingence. Ils vont nous donner même parfois un certain nombre de structures qui pourraient être efficaces en fonction de la nature de l'environnement dans lequel on exerce. Alors, pour Burns et Stalker, déjà pour eux, il existe deux types de structures. Ces deux types de structures, pourquoi? Parce qu'il y a deux types d'environnement. Lorsque l'environnement est stable, on doit adopter une structure bien déterminée. Et lorsque l'environnement est instable, on doit adopter une structure bien déterminée. Attention, lorsque on parlait dans le cadre de l'école classique, il y avait essentiellement un environnement qui est stable. Et par voie de conséquent, ils ont proposé des structures beaucoup plus mécanistes. Donc, pour Burns et Stalker, il parle essentiellement de la structure mécaniste et la structure organique. La structure mécaniste, on doit l'adopter une fois l'environnement est stable. Les décisions sont centralisées, la structure est hiérarchique. Mais lorsque l'environnement change, l'entreprise doit plutôt adopter la structure organique. Et la structure organique, parmi ses caractéristiques, c'est qu'au lieu de la centralisation de la décision dans la première structure, il y a plutôt décentralisation. C'est-à-dire que toutes les décisions, elles peuvent être prises là où il y a l'action, là où on devrait la prendre. Deuxième catégorie d'auteurs, c'est Lawrence et Lorsch. Ce sont deux auteurs, deux professeurs de la Harvard Business School. Qu'est-ce qu'ils ont proposé, eux? Ils ont proposé, rappelez-vous d'abord de la définition de l'environnement, ou de la structure plutôt, c'est l'ensemble des moyens dont dispose toute organisation pour diviser le travail en tâches distinctes et pour ensuite assurer la coordination entre ces tâches. C'est la définition du Mansberg. Donc, l'efficacité d'une entreprise, l'efficacité d'une structure, elle dépend de l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils ont mis en place deux critères. D'abord, le critère, la complexité de l'environnement, puis l'incertitude de l'environnement. Ces deux critères-là, à travers ces deux critères, ils ont élaboré une matrice et vous avez 4 cadrans. Si l'environnement n'est pas complexe, faible complexité, ou là il n'est pas complexe, et il n'est pas incertain, c'est-à-dire qu'il est sûr, c'est-à-dire qu'en général, que l'environnement est stable, on peut adopter une structure hiérarchique. Mais si l'environnement est incertain et très complexe,
on doit adopter ce qu'on appelle la structure matricielle. Rappelez-vous, tous ces types de structures, on les a déjà traités dans le cadre du module de management en S1. Mais si vous avez un environnement complexe avec une incertitude, avec une incertitude faible, on adopte ce qu'on appelle la structure fonctionnelle. Et si l'incertitude est élevée, est importante, et l'environnement et la complexité est faible, on adopte ce qu'on appelle la structure hiérarchique diversifiée par produit ou par région. Par région ou par produit. Et tous ces types de structures, je ne vais pas les détailler aujourd'hui parce que vous devez revenir au cours du semestre 1 et vous devez le savoir tout le temps, c'est que les modules, ils se font en accumulation. Il n'y a pas de cloisonnement entre les différents modules ou là entre les niveaux des différents modules. Je vous invite à accumuler les connaissances parce que c'est ce qui est le plus important. Woodward John, c'est plutôt l'organisation pont du système de production. C'est-à-dire que l'organisation qu'on devrait adopter, il dépend de la manière par laquelle on adopte le système de production. Le système de production qui détermine la nature d'organisation et l'efficacité de l'entreprise. Comment? D'ailleurs, Woodward, il a défini 3 systèmes de production. Il nous parlait de la technologie à production continue, de la technologie à production en grande série, de la technologie à production unitaire. Et si on adopte tel ou tel système de production, on devrait adopter des structures adaptées, des organisations adaptées. D'ailleurs, pour la production continue, il nous parle de la hiérarchie longue, c'est-à-dire peu de personnel productif. Mais dans le deuxième cas, c'est la hiérarchie courte, personnel productif nombreux comme les activités capital intensives. On utilise beaucoup du capital humain, puis labor intensif plutôt, puis la technologie à production unitaire, c'est des structures souples, c'est l'organisation par projet. Et je vous invite aussi là à revenir au cours du S1 parce qu'on a traité la structure matricielle et la structure par projet. Quant à Mansberg, lui, il nous disait, il a fait, si vous voulez, une petite synthèse. Une petite, c'est une manière de penser. C'est comme s'il a fait un travail de synthèse pour les travaux qui l'ont devancé et il a déterminé les 4 facteurs de contingence. Il parle de l'âge et la taille comme déterminant de la structure et de l'organisation de l'entreprise. Il parlait du système technique, c'est-à-dire celui de Woodward. Il parlait de l'environnement Lawrence et Large. Et il parlait du pouvoir dans le cadre de Max Weber, c'est-à-dire le pouvoir est en général centralisé au niveau du sommet formalisé parce que, si vous vous rappelez, la synthèse des structures chez Mansberg avec son schéma très connu, il a mis le sommet stratégique, il a mis les opérateurs, la technostructure, la ligne hiérarchique et le centre de décision. Alors, Mansberg, il identifie 7 types de structures et 5 mécanismes de coordination nécessaires à la cohérence des actions menées dans le cadre d'une entreprise. Donc, Mansberg, déjà, c'est le schéma traditionnel, même si je n'ai pas adopté son schéma original. Sommet stratégique, ligne hiérarchique, centre opérateur, avec les deux poumons, la technostructure et la logistique, c'est-à-dire les activités qui sont au service pour soutenir les autres activités et les autres services. Chandler, l'historien des organisations, il est très connu par l'analyse de la relation entre la stratégie et la structure. Et par voie de conséquent, il nous dit, Chandler, il s'est posé la question, qui détermine l'autre? Est-ce que c'est la stratégie qui détermine la structure ou plutôt la structure qui détermine la stratégie? Et finalement, il nous dit que la stratégie, il conditionne la structure. C'est-à-dire, si une entreprise obtient une stratégie bien déterminée, cette stratégie devrait plutôt impacter, influencer la nature de la structure si vous voulez être compétitive, si vous voulez être performante en tant qu'entreprise. Et là, lui, il a parlé de 2 modèles, M et U. M, c'est-à-dire la structure multidivisionnelle,
Et multidivisionnel, c'est-à-dire vous avez plusieurs divisionnels. Encore, on a déjà traité la structure divisionnelle. Et il parle de la structure unitaire. Après Chandler, donc, je peux vous donner quelques éléments de définition pour ces deux structures-là. Enfin, généralement, la structure fonctionnelle ou unitaire, c'est-à-dire qu'il y a un seul, généralement, on produit un seul bien. Il est organisé selon des fonctions traditionnelles comme la production commerciale, financière, administrative. C'est une structure qui est simple, mais multidivisionnelle. Ou la structure multidivisionnelle, c'est lorsque, par exemple, vous avez une entreprise et vous avez de grands départements, ou là même parfois une multinationale, et il a plusieurs antennes un peu partout dans le monde, donc il devrait avoir ces divisions-là un peu partout. La qualité décisionnelle est optimisée généralement car les décisions à long terme relèvent de la direction générale, mais le court terme, ils relèvent essentiellement des divisions parce que ce sont eux qui connaissent le terrain et qui sont proches de la clientèle et des éléments du terrain. Il est beaucoup plus flexible parce qu'il permet cette flexibilité dans la prise de décision entre le centre et les divisions, entre le siège qui est peut-être à Casablanca, et les divisions qui sont peut-être à Rabat, à Tanger, à Agadir, au Marrakech, au Fès. Donc voilà pour l'école de la contingence. Dans l'école de la contingence, ils nous disent que la structure, il dépend d'un certain nombre de facteurs. Maintenant, je vais passer à la dernière école, on les appelle les professionnels. C'était essentiellement un certain nombre d'auteurs qui ont opté à la recherche-action et qui ont fait du travail empirique terrain dans les entreprises aussi. Et Sloan, Alfred, Drucker, qui est considéré comme le père fondateur du management moderne, et Gélinier. Alors, pour Sloan, c'est très simple. Il nous parle du centre de profit. C'est-à-dire qu'il accorde aux divisions qui deviennent des centres de profit, il leur accorde une importance particulière et spéciale parce qu'il les considère comme étant autonomes. Donc, c'est un centre de profit, comme ils disent les comptables et les financiers. Donc, il devrait être autonome, comme ça, il pourrait prendre toutes les décisions nécessaires à son bon fonctionnement. Puis, il parlait de la direction comme étant, il se concentre sur les décisions stratégiques. Donc, tout ce qui est décision stratégique, ils sont prises au niveau de siège, au niveau de la direction générale, au niveau de ce que Menzberg appelle le sommet stratégique. Et des mécanismes de coordination parce qu'on ne peut pas diviser le travail sans assurer de la coordination. Oui, il y a les décisions stratégiques qui sont prises au niveau du centre, au niveau du siège, mais cela ne veut pas dire qu'elles ne sont prises que par le directeur général. Ils les prennent en concertation, en cohérence et en discussion et en consultation avec les responsables des différentes divisions, et par voie de conséquence, il y a un niveau de centralisation, mais essentiellement la décentralisation de la prise de décision. Pour Drucker, il nous parlait essentiellement des missions d'un manager. Même si nous avons déjà une séquence et un chapitre dans lequel on a parlé du manager, mais c'est très important de rappeler les missions et les fonctions d'un manager chez Drucker. Il nous disait qu'un manager, il doit fixer les objectifs à atteindre. Et il n'est pas le seul. D'ailleurs, c'est lui qui a apporté aussi la DPO, et on va voir par la suite la DPPO. 2. L'organisation du travail, c'est-à-dire le diviser en tâches et le diviser en processus et assurer la coordination entre les différents processus de travail. Il faudrait aussi être capable de motiver et communiquer. Motiver, c'est bien, mais le sens et l'art de la communication, c'est un comportement très important que devrait avoir tout un manager pour pouvoir partager sa vision avec l'ensemble des personnes avec qui il travaille. Et il devrait aussi avoir le sens d'évaluation, c'est-à-dire qu'il devrait maîtriser la technique de mesure et par voie de conséquence avoir des indicateurs, les KPI et des tableaux de bord qui lui permettent de connaître l'état d'avancement de l'entreprise et l'état d'avancement dans l'atteinte et dans la réalisation de ses objectifs. Et aussi, il a ajouté un mot très important, c'est former. Et un manager, il a comme mission principale de développer les compétences des personnes avec qui il travaille. À la fin,
je dirais, il préconise aux entreprises de recentrer sur le cœur de métier parce qu'il considérait qu'aucune entreprise ne peut pas tout faire. Chaque entreprise doit se concentrer sur le cœur de métier et par voie de conséquence décentraliser, externaliser l'ensemble des autres activités aux autres compétences, aux autres entreprises afin de tirer le niveau de la performance de l'entreprise vers le haut. Parce que, comme un exemple très simple. Un exemple très simple, notre université, notre faculté. Quel est notre métier de base? Nous sommes une faculté et par voie de conséquence, notre métier de base, c'est essentiellement la formation. Mais est-ce que la formation toute seule, c'est la seule tâche qu'on devrait faire dans le cadre de notre faculté ou notre université? Non, nous avons des activités de ménage. Mais le ménage, ce n'est pas notre métier de base. Et par voie de conséquence, Drucker, lui, il préconisait aux entreprises à ce que toutes les activités qui sont périphériques au cœur de métier, on devrait les externaliser. La restauration aussi, vous avez une buvette pour les étudiants. La buvette des étudiants, elle est assurée par quelqu'un qui est restaurateur. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas maîtriser et la formation, et la recherche, et la restauration, et le ménage. Et c'est pour cela que Drucker, il nous disait, ou il préconisait aux entreprises d'externaliser l'outsourcing, d'externaliser l'ensemble des activités qui sont périphériques au métier de base pour les faire faire aux autres entreprises. Et j'ai l'habitude de vous poser une question et de se dire que ça pourrait être l'objet d'une question. Par exemple, le jour de l'évaluation, le jour de l'examen, quelle est la différence entre faire et faire? Faire, c'est faire soi-même. Faire, c'est-à-dire faire à quelqu'un ce qu'on aurait dû faire nous-mêmes, mais comme il ne fait pas partie du corps de métier, on l'externalise. Dernier auteur, c'est Gélinier. Lui, il a apporté quelque chose d'extraordinaire et c'est un apport fondamental. Il a parlé de la DPPO. Si Drucker parlait de la direction par objectif, Gélinier, il a ajouté un autre P, c'est-à-dire qu'il devrait être participatif. Le point fondamental pour lui, le management, c'est la politique générale de l'entreprise. Et donc, pour Gélinier, la direction par objectif, ou la direction participative par objectif, veut dire tout simplement que, si vous voulez que les gens, que le personnel, que les collaborateurs vont dans le sens désiré, vous devez leur fixer les objectifs. Et la fixation des objectifs, c'est une manière de les responsabiliser. C'est une manière de responsabiliser les gens. C'est une manière de donner le sens au travail. Les gens savent où ils veulent aller. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de l'atteindre. Nul vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va. Et donc, un manager, une entreprise devrait fixer les objectifs pour les collaborateurs, pour l'ensemble du personnel, afin de savoir où on devrait aller et faire converger les comportements. D'ailleurs, pour lui, la compétitivité de l'entreprise, 3 éléments essentiels. 1. Il préconise l'innovation, une entreprise qui n'est pas innovante, une entreprise qui n'a pas de la fonction de recherche et développement qui pourrait pousser, innover dans les produits, au niveau dans les process, innover dans les modes d'organisation, il ne peut pas être compétitif au moins à moyen ou à long terme, même s'il est à court terme. La motivation et l'imagination générées par la concurrence. La concurrence, c'est comme si vous avez il met du feu dans de la poudre de votre entreprise. Il vous pousse vers l'avant. Il met devant vous des challenges, des défis qui vous poussent à aller plus loin parce que vous devez avoir un système de veille concurrentielle parce que si vous ne dites pas ce que vous êtes, les autres diront ce que vous n'êtes pas. Si vous ne suivez pas la stratégie, vous ne suivez pas les pratiques, les techniques, les actions menées par le concurrent, un jour vous risquez d'être à côté de la plaque ou d'être hors jeu. Et 3e élément, c'est la finalité humaine directe, c'est-à-dire que à l'extérieur plutôt de l'entreprise et à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on devrait avoir, je dirais, la satisfaction des clients, c'est l'objectif final, c'est bien pour être compétitif. Les clients devraient être satisfaits si vous voulez qu'ils soient fidèles et qu'ils achètent nos produits et par voie de conséquence qu'on réalise du chiffre d'affaires et du bénéfice. Mais nous avons une autre catégorie de clients, ce sont les clients internes. Et on le dit en marketing, un personnel heureux fait une clientèle heureuse.
Et à la fin, je vous fais une petite synthèse des écoles du management via une matrice que on considère la matrice de Scott. Il a pris 2 axes principaux, 4 axes principaux, l'agent rationnel, l'agent social, système fermé, système ouvert, et vous avez toutes les écoles que nous avons traitées jusqu'à aujourd'hui. L'école classique, il résonne dans un esprit de rationalité, mais l'entre plus dans un système fermé. Par contre, l'école de la contingence, non. Il considère l'entreprise comme étant un système ouvert, mais le malheur, c'est qu'elle résonne toujours dans le cadre d'un système fermé. L'école des relations humaines, c'est plutôt l'agent social et système fermé. Et l'école moderne, c'est que l'entreprise, c'est là où on est aujourd'hui, l'entreprise agit dans un système fermé, dans un système ouvert, et l'homme et l'agent est considéré comme un agent social. Voilà, grosso modo, en synthèse, nous avons traité 4 grandes écoles de pensée en management: l'école classique, l'école des relations humaines, l'école de la contingence et l'école moderne. Mais sûrement, il y a d'autres écoles, énormément d'écoles, mais il y a des ouvrages qui sont réservés que théorie des organisations ou que écoles de pensée en management, mais on va se limiter à ce niveau-là. Mais n'oubliez pas que vous avez une manière de travailler, que vous avez une démarche. Si vous avez à traiter une école, cherchez les grands théoriciens de cette école et allez lire les ouvrages et les références. Comme ça, vous aurez l'information de la référence et vous pouvez faire une liste des auteurs, des professeurs, des théoriciens qui sont fondateurs d'une école. Comme ça, vous pouvez comprendre bien toute école de management. Je tiens à vous remercier et à la prochaine. Merci.